Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le rapport de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution de la Chambre des députés a été rendu public ce mardi. Ce document contient 30 propositions, parmi elles le remplacement du Premier ministre par un vice-président. Les journalistes victimes d'agressions physiques au Parlement ont porté plainte ce mardi au parquet de Port-au-Prince contre leurs agresseurs. Les travailleurs de la presse réclament justice. La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, dans son dernier rapport, annonce une prévision de croissance économique du produit brut intérieur, PIB, de 1,8% en Haïti pour 2018. Cette prévision de croissance est supérieure à celle de 2017. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'argent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Seul côté où vous voulez acheter. Le MSC Trading, Wabjun Coblin, Squagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Télévision, juste formateur céramique. Oh, le MSC Trading, métallique, toute gamme matériel électrique. Oh, le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. La commission spéciale sur l'amendement de la Constitution de la Chambre des députés a procédé ce mardi à la cérémonie de restitution de ses travaux. Son rapport final contient 30 propositions. Ce document d'amendement, présenté aux représentants de plusieurs secteurs de la vie nationale, fera l'objet de discussions à travers le pays avant sa ratification au Parlement. Le texte propose, entre autres, le remplacement du poste de Premier ministre par celui de vice-président, élu en même temps que le président, la réduction du nombre des élus dans les départements et communes. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieu-Lassin. Devant une assistance composée de différents membres du secteur de la vie nationale, du haut de la tribune, les 9 membres de la commission reviennent sur les propositions phares. Changer le régime politique haïtien, la plus grande recommandation formulée par les parlementaires. Nous demandons de changer le régime politique, là, mais pour changer le régime politique, là, nous allons obliger à amender 27 articles dans la Constitution. Son coquin chaîne, son gros tonton proposition, parce que changer le régime politique dans le pays, sont fondamental. L'exercice est délicat, reconnaît Jerry Tardieu, président de la commission. Ce changement de régime est motivé par 2 raisons fondamentales. La première. Nous estimons que le président de la République n'a pas doué mineur encore. Un président de la République qui chita dans le palais national, ou a coupé raché, ou a nommé ministre, ou a bail, ou a fait, ou a défait, ou a voyer moun, ou a retiré moun, et pour mettre un premier ministre pour pétrole, et mettre une série de ministres au service et en service, pendant ce temps, ou pas redevable envers la société et la justice. La deuxième raison concerne le marchandage qui caractérise le processus de nomination et de ratification du Premier ministre. Fort de ce constat, la Commission propose de supprimer ce poste. Nomination, ratification Premier ministre viennent créer des espaces de marchandage. Côté une série de députés, une série de sénateurs fourrés koyo pour y faire marché noir, pour y faire, on pas capable de dire,
trafic d'influence pour essayer d'imposer ministre qui là pour voler comme pour te bailler. Attention, nous pas dit c'est tout parlementaire. Ils viennent créer une mauvaise image, une mauvaise perception de la Chambre des députés et du Sénat que ils viennent ouais comme un problème dans le système là puisque ils viennent confondre l'exécutif là et ils viennent empêcher le système de marcher. Avec ce système, le président de la République lors de la campagne électorale doit se faire accompagner de son vice-président qui sera lui aussi en campagne, explique le député de Pétionville. Parallèlement, les commissaires recommandent que les postes électifs soient réduits. Un sénateur par département, un député par arrondissement et un maire par commune, avec une seule élection tous les 5 ans. Dans la même veine, la commission propose que la diaspora soit représentée au Parlement. Nous demandons pour que gagner au moins 6 députés qui représentent les compatriotes qui vivent l'autre bord de l'eau. Nous voulons que les amis nous, dans New York, dans New Jersey, dans Miami, dans Bahamas, République Dominicaine, en Afrique, en Asie, en Océanie, Canada, Montréal, Paris, Angleterre, Suisse, tout côté à la ronde badé, ils sont capables de voter pour députés pas yo qui pourra défendre l'intérêt pas yo en dans Parlement. Après la présentation du rapport, des membres de l'assistance réagissent et donnent leur point de vue. Mirland Hippolyte Maniga, constitutionnaliste, salue le travail de la commission, mais croit qu'un véritable changement du pays doit passer inévitablement par la mise en place d'une nouvelle constitution. Je toujours dit que je ne suis pas contre l'amendement, mais l'amendement, si nous faisons 150 amendements, il faut faire une nouvelle constitution. Mais cependant, je ne suis pas capable de porter un jugement. C'est pour me tendre, pour me lire tout ça dit, tout ça écrit. Pour moi, quand pile comme d'accord avec eux, quand pile que dit que je déjà écrit moi-même. Pour aboutir à un amendement constitutionnel en Haïti, le processus sera long. Les présidents des 2 branches du Parlement s'engagent à travailler ensemble afin de ratifier cette proposition d'ici la fin du mois de septembre 2019. En attendant, le document d'amendement proposé par les députés fera le tour du pays. Des rencontres d'échange débuteront dès la semaine prochaine. Pour commenter l'actualité du jour, la grande actualité du jour, qui est celle de la présentation du rapport de la Commission de réforme constitutionnelle de la Chambre des députés, nous avons avec nous ce soir Maître Gédéon Jean, avocat au barreau de Port-au-Prince, spécialiste du droit international des droits de l'homme et directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Bonsoir, Maître Gédéon Jean. Bonsoir Serge et bonsoir également à tous les téléspectateurs Radio-Télé Métropole. Maître Jean, est-ce que vous êtes d'avis, comme je viens de le dire, que la nouvelle du jour, c'est quand même la remise de ce rapport provisoire de la commission de la Chambre des députés? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi Serge. L'actualité du jour, c'est la remise de ce rapport préliminaire de la commission chargée de travailler sur les amendements apportés à la Constitution. Donc c'est une commission mise en place par la Chambre des députés. Et aujourd'hui, vraiment, on a eu une bonne présentation à l'hôtel Caribé. Et j'ai eu une chance de participer, invité, comme un pilote monde dans la société civile là, ouais, pour être capable d'assister à cette séance de remise, mais de ce rapport préliminaire, parce que ce n'est pas encore amendement, mais c'est un rapport préliminaire. Oui, il y a encore le Sénat qui doit se prononcer. Tout à fait. Donc, c'est la nouvelle du jour. Alors maintenant, on parle de réforme constitutionnelle, mais d'après Samedi des Matins, c'est plus qu'une réforme constitutionnelle. Nous allons carrément vers un changement de régime politique, non? Oui, effectivement, ce matin, au terme de différentes présentations qui sont faites, parce que tous les commissaires étaient présents à l'hôtel Caribé, 9 commissaires pour présenter ce rapport préliminaire. Mais là, ce serait des changements vraiment profonds qu'a opéré dans la Constitution. Hein. Et ça qui surtout marque les esprits, c'est un changement de régime politique, bien qu'il y ait d'autres questions, à mon avis, qui sont autant importantes. Par exemple, si on prend la question président qui est considéré comme mineur, question collectivité territoriale, on semble de questions qui à la fois qui est aussi importante, mais quand même... Et qui ont été abordées. Évidemment, bien évidemment. Mais l'actualité, c'est cette question de changement de régime politique. Ouais. Effectivement. Bon, maintenant... faut même, ça répond quelque part à un besoin.
Mais la grande question, est-ce que, en fait, avons-nous un problème vraiment de régime politique ou encore un problème de constitution? À mon sens, c'est là l'essence même des débats, puisque avis au partager cette question, hein. Mais moi-même, moi, je pense que oui, il y a un besoin d'apporter des amendements ou d'amender la Constitution, parce qu'en tant que texte qui organise l'État, qui organise les rapports entre les différentes institutions, les différents organes étatiques, en tant que texte qui définit de manière générale les droits fondamentaux, les droits que chaque monde gagne des problèmes, vraiment, il faut vraiment y apporter des modifications, des changements, des amendements. Mais la question, est-ce que, avons-nous fait un problème de constitution? Moi, je pense que Haïti n'a pas un problème de constitution. On est capable de toujours amender la constitution. Ça, on peut toujours venir avec une nouvelle constitution. Mais de mon point de vue, le problème se pose au niveau de... En fait, il y a une absence de volonté réelle pour appliquer la Constitution. Il n'y a pas un problème d'applicabilité, mais il y a un problème d'application. Ce sens que les politiques ne veulent pas réellement appliquer ou encore respecter la Constitution. L'a-t-elle jamais été depuis qu'elle a été voilà, c'est ça. 87. Et ça, c'est évident. Par exemple, si vous regardez, par exemple, jusqu'à présent, il n'y a pas encore un conseil électoral permanent. Or, ceci est prévu par la Constitution amendée. Or, on ne peut pas concevoir la démocratie s'il n'y a pas de véritables institutions chargées à appliquer la loi ou encore à garantir les droits fondamentaux de la personne humaine. Ouais. Par exemple, si l'on se réfère par exemple au dernier amendement, mais justement, on a introduit le Conseil constitutionnel. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas jamais institué ce Conseil constitutionnel. Exact. Donc, entre ce besoin d'amender la Constitution, ou encore ce besoin d'avoir une nouvelle Constitution, et l'absence de volonté manifeste au niveau des politiques pour appliquer la loi d'une manière générale, à mon sens, c'est là le débat. Donc il n'y a pas vraiment, si je vous ai bien compris, il n'y a pas vraiment de problème sur la Constitution elle-même. Donc la Constitution de 87, d'après vous, était un bon texte, mais le problème vient de ce que aucun des dirigeants, aucun des responsables politiques depuis 31 ans n'ont cherché vraiment à appliquer cette Constitution. Donc, comme vous l'avez dit, un problème d'applicabilité et non un problème constitutionnel à proprement parler. Tout à fait. Un problème d'application. Et par exemple, si l'on se réfère par exemple aux droits fondamentaux qui sont reconnus à chaque Haïtien, chaque citoyen haïtien selon la Constitution. Mais la Constitution, par exemple, proclame un ensemble de droits fondamentaux qui permettraient justement à l'homme haïtien de vivre dans la dignité. Mais si vous regardez, par exemple, les conditions de vie de la grande majorité de la population, bien cela se dégrade considérablement. Donc là, c'est parce que tout simplement, l'État ou encore les gouvernants n'ont pas, je dirais, respecté leurs obligations par rapport à la Constitution, mais obligations par rapport aux engagements internationaux. Donc, quand nous parlons de gouvernance publique, de la gestion de la chose publique, à mon avis, il faut d'abord se référer à cette volonté, la volonté de ceux qui dirigent, les gouvernants, de faire respecter la loi, de faire respecter la Constitution. Parce que la Constitution, c'est un projet politique, parce que la Constitution organise les différents pouvoirs politiques. C'est également un projet juridique, parce que la Constitution définit l'ensemble des droits fondamentaux qui sont reconnus à chaque citoyen. Maintenant, les gouvernants, ceux qui agissent pour le compte de la cité, des citoyens, par exemple le président de la République, les députés, etc., eh bien, ils sont appelés à faire respecter la Constitution. Mais dans la réalité, ces gouvernants-là, eh bien, à longueur de journée, ils violent la Constitution. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas en fait un problème d'amendement. Oui, c'est nécessaire, il faut apporter les amendements nécessaires, il faut apporter les modifications nécessaires à la Constitution. Ce n'est pas un problème de nouvelle Constitution. On peut toujours avoir une nouvelle Constitution, mais en termes d'application, maintenant, il revient aux politiques à se charger de faire respecter la Constitution, de le faire. Maintenant, si ça n'est pas fait, mais ce n'est pas un problème de Constitution que nous avons en Haïti. Bon, quand la Constitution d'un pays parle des droits à la santé, des droits à l'éducation, des droits à... etc., encore faut-il que le gouvernement au pouvoir ait les moyens d'offrir ces droits.
est-ce que la Constitution de 87, d'après vous, permettait, telle qu'elle est encore aujourd'hui, permettait aux différents pouvoirs de l'État, les trois grands pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, est-ce que cette Constitution permettait à l'État, donnait à l'État les moyens d'appliquer cette Constitution? Parce qu'en fait, c'est ça. Si cette Constitution n'a jamais été appliquée depuis qu'elle a été votée en 1987, certes, comme vous l'avez dit, il y a le manque de volonté politique des hommes qui étaient au pouvoir de l'appliquer, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que le texte lui-même, cette Constitution qui est pratiquement un calque de la Constitution française, est-ce qu'une Constitution qui a été faite en France pour un pays qui pratique la démocratie depuis des siècles, est-ce qu'on peut simplement la prendre et avec quelques modifications de détail, l'appliquer dans une jeune démocratie telle que la démocratie haïtienne? Bon, là, c'est une question un peu complexe. Oui, complexe parce qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Mais moi, je pense que, en fait, une constitution d'abord, c'est quoi une constitution? Une constitution, comme je l'ai dit, c'est un projet politique qui organise l'État. Qui organise l'État et qui définit les droits fondamentaux qui sont reconnus à chaque citoyen et qui établit... Droits et les devoirs. Tout à fait, tu as raison. Et établit les rapports entre les différents pouvoirs, constituant l'État. C'est la Constitution. Maintenant, en termes d'application, eh bien, l'État, d'abord, ceux qui agissent pour le compte de l'État, ceux qui dirigent la cité, doivent d'abord avoir la volonté de faire respecter la Constitution. Mais en dehors de cette volonté de ceux qui dirigent, mais comment peut-on parler de respect et d'application de la Constitution? Donc, si on n'a jamais essayé d'appliquer la Constitution, de respecter la Constitution, donc on ne peut pas se contenter de dire que bon, on ne peut pas appliquer cette Constitution ou la Constitution pose problème. Maintenant, dans tout pays qui se veut démocratique, qui veut, si vous voulez, et garantir les droits fondamentaux ou construire l'état du droit, d'abord, il faut respecter la Constitution d'abord. Il faut essayer de respecter la Constitution. Maintenant, en appliquant la Constitution, en respectant la Constitution, maintenant, on peut toujours apporter les modifications nécessaires. Par exemple, aux États-Unis, on a connu plus de 20 amendements. En France, on parle de 5e République. Donc, c'est-à-dire, d'abord, on applique la Constitution, puis on apporte les modifications nécessaires. Maintenant, si on n'a jamais essayé d'appliquer la Constitution, si on n'a jamais essayé de l'appliquer, s'il n'y a pas une volonté au niveau des politiques de respecter la Constitution, de mon point de vue, on ne peut pas dire que la Constitution pose problème. Il faut voir de préférence l'absence de cette volonté manifeste de respecter la Constitution. Mais, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, oui, il faut amender la Constitution parce qu'il y a certains articles qui posent problème. Il y a certaines institutions qu'il faut soit renforcer ou soit modifier, si vous voulez. Il faut y intégrer de nouvelles constitutions. Ça, c'est important parce que quand nous parlons de constitution, ce n'est pas un texte statique. Plus de 30 ans. Voilà, la constitution est dynamique. Mais il faut avoir à l'esprit ce que nous voulons. Voulons-nous une nouvelle constitution? Voulons-nous apporter des amendements à la constitution? Ou, en fait, nous voulons effectivement avoir une constitution qui garantit les droits fondamentaux de la personne humaine, une constitution qui permet, je dirais, d'améliorer les conditions de vie de la population. C'est là le débat. Donc aujourd'hui, à mon sens, il faut renforcer les institutions, il faut surtout stabiliser le pays. Parce que si on vit dans l'instabilité politique constante, maintenant, on ne peut pas respecter ou encore appliquer une constitution. Oui, mais c'est le constat, je crois, que les commissaires de cette commission ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont constaté que depuis 30 ans, faute d'application ou défaut structurel de la Constitution, rien ne marche. Rien ne marche, les gens se désintéressent de la politique, on le voit par le pourcentage des gens qui se déplacent aux élections. Aujourd'hui, les parlementaires, Sénat et Chambre des députés sont totalement décriés. Ils l'ont dit eux-mêmes ce matin, ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que finalement, le moment n'est pas venu de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de voir ce qui va en sortir? J'enchaîne tout de suite sur les droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, appliquée ou non,
est un facteur qui permet de développer les droits de l'homme en Haïti? Et est-ce que vous avez parallèlement le sentiment que cette nouvelle orientation que semblent prendre les commissaires de la Chambre des députés permettra demain de mieux faire respecter les droits de l'homme en Haïti? Oui, et de la mesure où les droits de l'homme ne sont pas, c'est pas un domaine statique, ouais, les droits de l'homme évoluent considérablement. Les amendements peuvent contribuer, ouais, à améliorer considérablement les droits de l'homme haïtien, mais la Constitution telle qu'elle est garantit les droits de l'homme. Donc la Constitution énonce l'ensemble des droits fondamentaux qui sont reconnus à chaque citoyen. La Constitution telle qu'elle est fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, le texte de référence en cette matière. La Constitution, je dirais, met en exergue l'obligation de l'État de garantir les droits des citoyens. La Constitution également permet je dirais, aux traités internationaux signés et ratifiés par l'État haïtien, bien évidemment, selon les formes prévues par la Constitution, eh bien, permet justement à l'État, ouais, de l'intégrer ou de les intégrer au niveau de l'arsenal juridique haïtien. Donc la Constitution, telle qu'elle est, permettait justement de garantir les droits de l'homme. Mais quand nous parlons de garantir les droits fondamentaux, il faut voir une volonté, la volonté politique ou encore des politiques de ceux qui gouvernent le pays, de ceux qui dirigent le pays, de respecter ces obligations d'abord nationales, c'est-à-dire découlant de la Constitution elle-même, et obligations internationales découlant des engagements internationaux. Mais s'il n'y a pas cette volonté manifeste, s'il n'y a pas vraiment de véritables institutions ou encore des gouvernants qui sont vraiment préoccupés par le respect des droits de l'homme pas seulement en tant qu'idéal, mais droits de l'homme en tant que droits qui sont reconnus à chaque citoyen distinctement, et bien là vraiment on ne pourra pas parler de société démocratique en Haïti. Donc il faut voir la Constitution en tant qu'instrument, il faut voir la Constitution en tant qu'idéal, mais il faut comprendre aussi que l'application de la Constitution dépend de la volonté réelle de ceux qui sont chargés de l'appliquer. J'ai bien compris. Mais est-ce que finalement tout cela, ce n'est pas une série de vœux pieux? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans le domaine de la théorie et un petit peu loin du domaine de la pratique de tous les jours? Et quand nous parlons de droits de l'homme, effectivement, d'abord c'est un idéal. Ouais, droit à l'alimentation, droit au logement, droit à la sécurité sociale, etc. Mais il y a certains droits qui sont reconnus en tant que droits fondamentaux, en tant que droits essentiels. Ouais, ça n'a rien à voir avec un idéal ou un objectif, mais ça a un rapport direct avec la réalité, avec l'obligation des chefs d'État et de gouvernement de les garantir. Ça, c'est une obligation constitutionnelle, une obligation internationale également. Mais qui n'a jamais été respectée. Eh bien voilà, le problème, c'est que ceux qui dirigent l'État, ceux qui arrivent au pouvoir, eh bien vraiment, ils n'ont pas la volonté réelle de garantir les droits de l'homme. Donc il faut voir les droits de l'homme en tant que volonté politique, mais il faut voir également les droits de l'homme en tant que responsabilité de l'État. Il faut voir les droits de l'homme en tant que responsabilité des gouvernants, responsabilité du président de la République, responsabilité du gouvernement, responsabilité du Parlement à travers les parlementaires qui doivent légiférer par rapport aux besoins de la population, par rapport aux besoins du citoyen ou encore de l'homme haïtien. Donc c'est un idéal, c'est vrai, mais il y a des responsabilités qui sont clairement établies. Très bien. Un dernier mot, Maître Gédéon Jean. Est-ce que votre sentiment est que la voie dans laquelle nous nous dirigeons maintenant, qui dépasse celle d'une simple réforme constitutionnelle, mais qui va tout droit vers un changement de régime politique, est-ce que cette voie-là vous paraît une voie saine, une voie qui peut nous mener vers une refondation d'Haïti, comme ils l'ont annoncé ce matin, ou est-ce que, au contraire, vous estimez que c'est un coup d'épée dans l'eau et que l'ancienne constitution de 87 aurait aussi bien pu faire les choses? Bon, écoutez, cette démarche-là peut largement aider. Aider, parce que comme je l'ai dit au départ, il y a lieu quand même d'amender la Constitution par rapport à certains besoins. Mais si nous parlons de projet de refondation de l'État, ça va au-delà
d'une question d'une nouvelle constitution ou d'amender la constitution. Donc, un nouveau projet, ça, il faut d'abord une volonté politique, mais il faut également une volonté de la société de venir avec ce nouveau projet. Donc, la constitution, en tant que texte, ne peut pas favoriser ce nouveau projet de société, ne peut pas favoriser, et je dirais, une nouvelle société qui permettrait la pleine jouissance des droits de l'homme. Donc la Constitution, c'est un texte, comme je l'ai dit, qui organise l'État. Mais s'il n'y a pas cette volonté politique, s'il n'y a pas de véritables institutions comme des partis politiques, s'il n'y a pas une société civile forte, il serait vraiment difficile de parler d'un nouveau projet et d'une nouvelle société. Ça, il faut pas penser que la Constitution à elle seule peut vraiment nous garantir ou nous donner le pouvoir de changer cette société dont nous avons besoin. Ça, il faut être clair là-dessus. Bon, eh bien, merci, Maître Gédéon Jean, d'être passé nous voir ce soir à Métropole pour nous apporter votre éclairage sur ce qui, comme je l'ai dit, était la grande nouvelle du jour, qui est cette réforme constitutionnelle. Et vous avez très bien, d'ailleurs, fait le lien entre cette réforme et les droits de l'homme, qui sont, je le rappelle, votre spécialité. Merci d'être venu ce soir et à très bientôt. À très bientôt, Serge. Voilà, c'était Maître Gédéon Jean, avocat au barreau de Port-au-Prince, spécialiste en droit international des droits de l'homme et directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Merci, belle petite maman chérie. Bonne journée. Wesman chérie, qui côté où c'est kobo avec il? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sous moi encore. Moi, mettez tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis, c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par ou avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense que ça fait des pile. Ma commère, pas petit temps. Parce que ouais, moi-même, journée jeudi, moi, j'ai 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, j'ai constaté que pièces génératrices Imwensa de très bonne qualité. Job PAM, c'est assurer un service après-vente rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça que le client cherche. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Deux hommes de loi se positionnent en faveur d'un procès Petro-Caribé. Maître Mario Delcy a estimé nécessaire que les personnes indexées injustement dans ce dossier soient blanchies et que les coupables soient punis. Maître Sonnet Saint-Louis s'est montré également favorable, même s'il estime que la tenue d'un procès juste et équitable dans le contexte actuel serait difficile. Je suis pour un procès où tous les gens qui sont accusés d'avoir, en parenthèse, mal géré les fonds publics devraient comparaître. Ne serait-ce pour leur propre nom, pour leur image, pour leur famille, pour leurs proches, afin qu'ils puissent se laver de l'opprobre qu'on jette sur leur personnalité. Je n'accepterai jamais qu'on vous accuse d'avoir détourné les fonds publics que je paie, que ma famille, que vous qui êtes journaliste payez,
et à ce moment-là, que personne ne soit responsable. Il faut qu'il y ait une part de responsabilité. Alors vous êtes pour la lumière. Je suis exactement pour que la justice fasse son travail sans pression, de quelque manière que ce soit. Et je suis surtout pour que tous ceux-là qui ont bénéficié ou bien qui auraient bénéficié de la corruption dont on parle à travers les réseaux sociaux soient indexés. Qu'il s'agisse de parlementaires, qu'il s'agisse de citoyens de la société civile, qu'il s'agisse de commerçants, tous ceux-là qui ont bénéficié dans des conditions illégales de cette largesse de Petro-Caribé, les compagnies qui n'ont pas respecté les clauses de leur contrat, je pense que tous ces gens-là doivent être poursuivis par la justice qui dira le mot du droit. Donc je ne sais pas s'il va y avoir un vrai procès sur le Petro-Caribé, mais je suis pour la tenue d'un procès juste et équitable. Mais je veux dire, les circonstances actuelles, la tenue d'un procès juste et équitable est difficile. Et comme vous l'avez souligné, donc la lutte contre la corruption, c'est une lutte qui doit être menée par l'État, non par les individus. Parce qu'en fait, la corruption, c'est un crime. Mais la personne qui en a la première victime, c'est l'État. Et c'est l'État qui est contrarié dans sa mission de justice sociale, dans sa mission de développement. Donc le fait que le gouvernement laisse cette initiative aux individus, aux groupes d'individus, ce qui me semble être très dangereux pour la paix et la sécurité sociale. Donc à ce moment-là, il est plus que urgent et nécessaire pour que l'État puisse s'approprier définitivement du dossier et que l'exécutif offre les conditions pour la tenue d'un procès juste et équitable dans le pays. L'entrepreneur Ronnie Desvarennes dément avoir réclamé 10 millions de dollars aux responsables de la Sogener en 2011 pour favoriser une passation de contrat, comme le laissent entendre les propos des dirigeants de cette entreprise, rapportés lundi par le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat, Yuri Latortue. Ronnie Desvarennes a qualifié ses propos de calomnie sans fondement, impossible à prouver, et a affirmé n'avoir jamais rencontré les responsables de la compagnie privée de production d'électricité. Le directeur exécutif et vice-président de la Sogener, Dimitri Vorbe, nie toute implication dans le scandale Petro-Caribé. Lors d'une audition de la commission éthique et anticorruption du Sénat, M. Vorbe a assuré que sa compagnie n'avait jamais perçu de fonds provenant des résolutions du Conseil des ministres sur les ressources de Petro-Caribé. Il soutient que son entreprise a reçu des fonds pour la production d'énergie électrique. Les termes du contrat sont disponibles pour le public, a expliqué l'entrepreneur. Il rejette les allégations de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte qui avait fait état de décaissement de 12 millions de dollars par mois. De l'avis de M. Vorbe, les paiements de l'État à sa compagnie oscillent entre 3 et 5 millions de dollars par mois en fonction de la demande d'électricité. Attention, la boule. Wow, merci. C'est très aimable. Chérie, avec qui soit parlé là? La banque, chérie. Le service à la clientèle. Et puis tout sourire ça? Oui, ma parle monsieur là qui est vraiment gentil. Gentil? Fais ballon. Ça, c'est l'application BIH là. Il est très moderne, efficace, libre accès à tout ce qu'on a besoin de faire dans la banque là. Donc, on n'a pas besoin de parler de ça personne dans le téléphone. Qu'est-ce ça? C'est moi qui travaille BIH à boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH ça. Merci! Allons BIH ça. Depuis là, bon produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Yes. Qu'on a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui trace sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez plus belle et plus gros que Caribé,
gen dans pays, vin visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans airport industriel Park, Boka Fouffle yo. Vin pack en toute sécurité pour qu'a choisi parmi plus que 15 000 articles nous gen pour offrir ou joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représente un pile gros marque international qui gagne dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à Trouver, une plus gros marque outils qui gagne dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relais-nous dans 88 33. Le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé lundi à une nouvelle distribution de 13 camions compressifs à des mairies. Le chef de l'État a fait remarquer que son administration poursuit l'objectif de lutter contre l'insalubrité à travers les communes. Selon lui, ces camions spéciaux peuvent amasser jusqu'à 3 mètres cubes d'ordures par sortie. Il y a une rivière qui à travers tout le pays et route à fait, c'est équipement ça. Et bien c'est sous même lancé ça. La décision prend, nous avons un problème fatra, nous avons dit que faut que nous venions nous adresser problème ça. Les journalistes victimes d'agressions physiques au Parlement passent de la parole aux actes. Ils ont porté plainte ce mardi auprès du parquet de Port-au-Prince contre leurs agresseurs. Il s'agit du caméraman de Télé-Pacifique Franz Sineus, qui a été giflé par un agent de sécurité du Parlement, de Ernst Louis et de Jean-Robert Delciné, qui affirme avoir reçu des menaces de mort suite à un reportage. Interrogés par Métropole, les avocats des victimes sont confiants que la justice leur sera rendue. Dans son dernier rapport, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes annonce une prévision de croissance économique du produit intérieur brut, PIB, de 1,8% en Haïti pour 2018. Cette prévision de croissance est supérieure à celle de 2017. Toutefois, le gouvernement haïtien avait tablé sur une croissance de 3,9%. Aucune nouvelle prévision n'a été annoncée après les émeutes du 6 juillet qui ont provoqué la destruction de plusieurs entreprises. L'étude rapporte le résultat modeste du secteur agricole, 0,8%, et de faibles variations ou tendances à la décélération dans les secteurs du commerce, 1,1%. Par ailleurs, l'industrie manufacturière est à 1% et le secteur de la construction à 0,9%. Le secteur des services financiers, quant à lui, est à 1,6%. En ce qui a trait à l'inflation, la Commission économique prévoit une inflation à 15%. L'inflation est à 2 chiffres pour la 3e année consécutive. Elle coïncide avec un accroissement de l'endettement, l'augmentation des produits importés de première nécessité, comme le carburant, plus 19%, et la dépréciation du taux de change de la gourde par rapport au dollar américain. Le cabinet d'orthodontie du Rosier a rencontré la presse ce mardi dans le but d'attirer l'attention du public sur l'importance des soins bucco-maxillo-faciales, et c'était aussi l'occasion pour le docteur Danica du Rosier de faire le plaidoyer pour une santé bucco-dentaire intégrale en Haïti, ce qui sera du même coup le thème de la journée porte ouverte du vendredi 31 août prochain.
maman. Elle dit maman. Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part comment j'ai pour contour. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo. Blédine céréales avec Blédine croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Formation tout le monde. Ça, c'est moment nous pouvons jamais vivre. Criolito a fait un cadeau manger pour Yolande. Attends, pile l'autre bel cadeau encore. Poté 75 pour tablette Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix même poté à. Tout petit gâté yo gagné cadeau. Rebête pour tablette yo en pays. Ou a gagné quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou a gagné manger pour Yolande. Suivre Criolito bien oui. Là-bas manger pour Yolande. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cas fait ou là. Formation tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.